Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour l'une de nos conférences phares de l'année, puisque nous recevons Émilie Blanc, la directrice des affaires comptables, et Estelle Berry, qui est son adjointe à la direction des affaires comptables de l'AMF. Un grand merci à toutes les deux de votre présence. On a un ordre du jour assez copieux, vous le verrez, puisque nous parlerons à partir des priorités de l'ESMA, bien sûr des recommandations de l'AMF pour l'arrêté des comptes 2025, mais nous aurons aussi quelques cas pratiques à partir des revues que vous avez pu faire sur les comptes 2024. Donc, je crois que ce sera intéressant et copieux, encore une fois. Avant de leur laisser la parole, je voulais juste revenir sur le programme de cette fin d'année. Donc, vous le connaissez puisque ce n'est pas la première fois que je vous le présente. Il est assez dense. Dès la semaine prochaine, nous parlerons des priorités de l'IASB cette fois-ci, avec Bertrand Perrin, qui est le membre français du board de l'IASB. Donc, c'est le 13 novembre. Le 25 novembre, c'est Patrick Ivins qui ira interviewer la présidente de la Haute Autorité de l'Audit, Madame Florence Pébernès. C'est une conférence aussi assez régulière maintenant. Nous avons l'honneur d'interviewer Madame Pébernès tous les ans. Donc ça, c'est le 25 novembre. Le 27 novembre, nous aurons notre conférence annuelle également sur l'arrêté des comptes IFRS donc 2025 cette année, avec Édouard Frossat, qui est aussi un de nos conférenciers réguliers sur ce thème. Édouard est associé chez Forbis Mazars. Donc l'arrêté des comptes, c'est le 27 novembre. Le 2 décembre, par contre, une conférence qui n'est pas forcément habituellement dans nos tablettes, puisque nous parlerons de criminalité financière et de sanctions. Et nous aurons l'honneur de nous retrouver avec Pierre Allégret, qui est sous-directeur des sanctions et de la lutte contre la criminalité financière au sein du service des affaires multilatérales et du développement de la Direction générale du Trésor. Donc Pierre Allégret sur la criminalité financière sera pour le 2 décembre prochain. Et puis nous terminerons l'année le 16 décembre en reparlant quand même, malgré Omnibus, de reporting de durabilité. On fera un point complet et un point d'attention, notamment pour la clôture 2025, pour les grandes entreprises qui ont le bonheur d'établir des rapports de durabilité. Nous remettrons ça évidemment dans un cadre Omnibus. Donc je vous encourage vraiment à vous inscrire à cette conférence, comme à toutes les autres d'ailleurs. Pour parler de durabilité, nous aurons Carole Masson, que vous connaissez bien, elle est associée Forbis Mazars, vice-présidente de la commission durabilité de la compagnie et coordinatrice du comité ESRS, et membre de la commission des normes d'information en matière de durabilité de l'autorité des normes comptables. Et nous aurons également Yonja Ramananarivo, qui est associée chez IWAG, également coordinatrice du comité ESRS de la compagnie et membre de la commission des normes d'information en matière de durabilité de l'ANC. Donc voilà pour ce programme copieux de fin d'année. N'hésitez pas à regarder sur notre site s'il y a des informations complémentaires. Nous avons notamment mis en ligne un replay de notre dernier colloque qui a été un vrai succès, je pense, on peut le dire. Et c'était, vous savez, la connectivité entre rapport de durabilité et état financier qui a été traité de manière approfondie. Voilà, donc je vous encourage à aller visiter notre site. Émilie, Estelle, je vais vous laisser la parole. Un grand merci en tout cas de nous faire partager ces recommandations que vous avez publiées assez tôt cette année, je crois, parce qu'il y a une quinzaine de jours et nous vous en remercions. Je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup et merci de nous donner l'opportunité effectivement de présenter ces recommandations. Donc, comme vient de l'expliquer Sonia, effectivement, ces recommandations, elles découlent des priorités de l'ESMA, sont applicables à l'ensemble des sociétés cotées qui présentent leurs comptes en IFRS. Au cours de cette présentation, on reviendra, vous allez le voir également, je déroule un peu, sur les deux grandes priorités de cette année, sachant qu'une nouveauté de l'année dernière, le reporting ESEF, fait également l'objet de recommandations. Donc, on s'attardera dessus. Et voilà, enfin, je vous montre rapidement à l'écran les différents points d'attention, mais qu'on va dérouler ensemble ce matin.
Et on finira avec la revue des cas pratiques qu'on a pu rencontrer au cours de nos revues et une synthèse de nos revues annuelles. Donc, sans plus attendre, je vous propose de nous intéresser, avant de passer sur nos priorités, aux points réglementaires et aux nouvelles normes qui ont pu, voilà, qui vont s'appliquer à vous. Alors, on est un peu dans le prospectif parce qu'on voulait faire un point d'arrêt sur IFRS 18, qui est une norme qui est applicable au 1er janvier 2027, donc c'est pas tout de suite. Mais on pense qu'il est important d'en parler ce matin parce que cette norme, elle va profondément modifier la présentation et la structure des états financiers, mais également la communication financière des sociétés cotées. Donc, je vous rappelle que l'objectif de cette norme, c'est de répondre aux attentes des investisseurs qui avaient souligné, qui étaient en attente de plus de cohérence, de transparence et de comparabilité dans les états financiers qui étaient publiés. Et cette norme, elle introduit trois évolutions majeures, hein, plutôt que révolutions. D'abord, cette notion de résumé structuré utile qui est appliqué aux états financiers, avec des nouveaux principes d'agrégation et de désagrégation, et notamment la nécessité d'avoir des caractéristiques communes, hein, pour pouvoir agréger des informations ensemble. Une attention particulière portée à l'utilisation des libellés, qui doivent être désormais aussi précis que possible, en supprimant les notions de libellés autres, par exemple. Et c'est un point sur lequel on insiste, donc cette clarté des libellés. IFRS 18 refond également le compte de résultat. Désormais, il y aura 5 catégories, donc exploitation, investissement, financement, impôt sur le résultat et résultat des activités abandonnées, mais qui étaient déjà requis par IAS1. Elle introduit également des sous-totaux normalisés, dont 3 sous-totaux obligatoires, le résultat d'exploitation, le résultat avant financement et impôt, et le résultat net, aussi déjà requis par IAS1. Donc, la présentation de sous-totaux optionnels dans IFRS 18 est possible. On pense à la marge brute, résultat d'exploitation avant amortissement, par exemple. Donc, en conséquence, certains sous-totaux du compte de résultat qui sont utilisés aujourd'hui, et c'est sur ce point-là qu'on voulait revenir ce matin, par les émetteurs dans leur communication, je pense au ROC, je pense à l'EBITDA par exemple, ne seront possibles demain qu'à la condition de répondre aux exigences de la norme IFRS 18. Donc, on vient de le voir, un libellé clair et explicite, mais ce n'est pas suffisant. L'agrégat, il doit répondre à cette notion de résumé structuré utile, donc il doit être utile du point de vue du lecteur des états financiers, et respecter effectivement ces principes d'agrégation et de désagrégation qui introduit la norme. Et évidemment, on vient de le voir, il y a 5 catégories désormais, exploitation, investissement et financement, et respecter le classement, puisque la norme peut être prescriptive dans certains cas, de ces catégories. La norme IFRS 18 introduit aussi une transparence renforcée pour les indicateurs de performance définis par le management, autrement appelés MPM, qui devront être définis, justifiés et rapprochés des totaux IFRS dans une note annexe dédiée. Donc, ce sur quoi on voulait attirer votre attention ce matin, c'est que certains indicateurs utilisés aujourd'hui par les sociétés seront demain qualifiés de MPM et devront à ce titre être présentés, on vient de le voir, dans une note annexe dédiée, faire l'objet d'une réconciliation au total ou au sous-total le plus proche, en tenant compte des effets impôts et minoritaires. Par exemple, le coût de l'endettement net qui est présenté sur la face du compte de résultat chez certaines sociétés aujourd'hui ne pourra plus l'être demain parce que, on vous l'a dit, il y a des catégories comptables qui devront être respectées et les produits financiers ne seront plus présentés au sein de la catégorie financement. Donc, on ne pourra plus avoir ce sous-total sur la face directement en lecture du compte de résultat. Et cet agrégat deviendra probablement un MPM demain. Donc la norme impose également de choisir la présentation la plus pertinente des charges d'exploitation, par nature, par fonction ou mixte, mais elle impose également des critères. Et en cas de présentation par fonction, de ventiler dans l'annexe certaines natures de charges clés, amortissement, avantages personnels ou dépréciation par exemple. Donc vous voyez qu'il y a quand même la norme, elle va imposer des changements qui vont nécessiter une anticipation de la part des émetteurs dès aujourd'hui, parce qu'il va y avoir des travaux d'implémentation qui vont être probablement lourds, aussi bien en termes d'adaptation des systèmes d'information,
de révision des budgets, d'impact potentiel, par exemple, sur les rémunérations variables des dirigeants ou encore sur les covenants bancaires, puisqu'ils se reposent sur certains agrégats. Donc, on encourage, nous, aujourd'hui, les sociétés à communiquer. Donc, voilà, une fois qu'elles auront pris la mesure et l'ampleur d'IFRS 18, il va falloir que vous l'adaptiez progressivement dans vos comptes. Et on voulait également vous inviter ce matin à avoir en tête qu'il va falloir communiquer progressivement sur les impacts prévisibles et raisonnablement attendus de l'application de cette norme. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas attendre la mise en... On a vu que c'était applicable 1er janvier 2027, il ne faudra pas attendre cette date-là pour communiquer. Dès que vous allez avoir de la visibilité sur l'état d'avancement des travaux, sur la communication d'informations chiffrées, il faudra, comme toute application de nouvelles normes, commencer à communiquer. Donc, tout changement également anticipé dans la manière de communiquer sur la performance financière parce que vous utiliseriez par exemple de nouveaux agrégats, doit également être indiqué au marché. Donc, vraiment, anticiper le projet et communiquer au plus tôt. Donc, on l'a vu, hein, IFRS 18 redonne aux états primaires un rôle synthétique et structuré. On vous invite, nous, à avoir une préparation proactive et transparente pour accompagner ce changement qui est assez majeur. Donc, on voulait également vous rappeler qu'on ne s'attendait pas à un fleurissement des sous-totaux, hein, et pour ceux qui existent déjà et qui seront conservés demain, la nécessité que les libellés soient explicites, mais on l'a vu, ce n'est pas suffisant, je réinsiste sur ce point. Ça doit répondre à la notion de résumé structuré utile. On doit pouvoir justifier les agrégations qui seront faites et ils doivent respecter les critères de présentation. À titre d'exemple, on voulait juste rappeler qu'il nous paraissait par exemple difficile d'aller justifier qu'un agrégat qui ne serait pas utilisé en communication financière soit nécessaire à la notion de résumé structuré utile. En revanche, et à contrario, tout agrégat qui est utilisé dans la communication financière ne pourra pas demain trouver sa place dans le résumé structuré utile. Ce n'est pas un argument d'utilité. Donc on vous invite à réfléchir à la façon de construire votre compte de résultat demain. Évidemment, nous, côté AMF, on continuera d'être vigilants sur le fait que seules les informations qui sont requises dans les états financiers, soient incluses dans les états financiers, soient celles qui soient requises par les IFRS. Ce qui sous-entend que tout ne pourra pas être mis dans les états financiers et tout ne pourra en conséquence pas être audité. Donc, c'était un panorama un peu général d'IFRS 18, mais avec quelques points d'attention sur la façon dont à la fois les agrégats et le compte de résultat devraient être présentés. Maintenant, vous voulez juste faire un point rapide de rappel sur la connectivité. C'était un des sujets d'attention de l'AMF de l'année dernière et ça reste un point d'attention. On rappelle qu'il est important aux émetteurs de garantir la cohérence entre les informations qui sont à la fois communiquées à l'extérieur des états financiers, donc je pense aux rapports de gestion, état de durabilité, et dans les états financiers. Cet exercice, il nous paraît essentiel pour limiter le risque de greenwashing et maintenir la confiance des utilisateurs dans les états financiers. À ce sujet-là, on voulait revenir sur deux publications, tout d'abord celle de l'IASB qui prévoit de publier d'ici la fin de l'année des exemples illustratifs qui ont une portée pédagogique et qui ont pour objectif d'aider les sociétés à mieux intégrer les incertitudes significatives liées au changement climatique dans leurs états financiers. Alors, même si ces informations, elles portent spécifiquement, ces illustrations portent spécifiquement sur le risque climatique, les sociétés peuvent s'en inspirer pour d'autres incertitudes et vous verrez notre deuxième volet qui a trait aux incertitudes géopolitiques actuelles. On reviendra dessus, mais on peut s'inspirer également de ces exemples. Et on voulait également attirer votre attention sur les réflexions conduites par l'ANC qui ont été publiées en février 2025 qui recensent des cas concrets où l'information figurant dans l'état de durabilité peut avoir des impacts directs ou indirects sur les états financiers. Donc, c'est deux publications intéressantes sur lesquelles on vous invite à aller vous référer. En termes réglementaires, quelques amendements qui ont été publiés cette année et ratifiés et qui sont d'application obligatoire
1er janvier 2026. Donc en mai, il y a eu la publication des amendements à IFRS 9 qui concernent la décomptabilisation d'un passif financier réglé au moyen d'un virement électronique et le classement des actifs financiers présentant des caractéristiques ESG. Il est à noter que l'amendement sur le règlement électronique a pour conséquence d'interdire l'ajustement du solde des postes de disponibilité présentés au bilan à hauteur des encaissements et décaissements en cours à la date de clôture des comptes, mais qu'il introduit une exception spécifique pour certains paiements qui sont effectués au moyen de systèmes électroniques et il y a une option à prendre. En juin de cette même année, il y a eu un amendement à IFRS 9 et IFRS 7 sur les, contrats, faisant référence à l'électricité produite à partir de sources naturelles. Alors on avait fait également l'année dernière un focus sur ce point-là. Donc cet amendement, il clarifie les modalités d'application pour usage propre, pour les contrats, physiques, qui ne rentrent évidemment ni dans le champ d'IS 16, ni d'IFRS 16, ni d'IFRS 10 et facilite également l'application de la comptabilité de couverture, en permettant désormais, de couvrir une valeur nominale variable, donc pour les contrats, virtuels et également pour les contrats, physiques qui seraient comptabilisés comme des dérivés. Sur cet amendement, on souhaitait également attirer votre attention, sur les informations qui seront à fournir en annexe, pour les contrats qui répondent à la définition du on use. Et qui seront à communiquer dès la clôture 2025 pour les émetteurs qui appliqueraient cet amendement. Pour les autres, ceux qui ne l'appliquent pas par anticipation, eh ben, on vous invite à vous référer aux informations qu'on avait demandé à introduire dans les notes annexes l'année dernière, avec les volumes, la nature de l'électricité, est-ce que c'était de l'éolien, du solaire, les prix, etc. Donc, on vous invite à aller regarder, à continuer à communiquer ce qui avait été requis dès l'année dernière. Un dernier point sur lequel on voulait s'arrêter et pour lequel je vais passer la parole à Estelle, c'est la modernisation des états financiers en langue française, où là aussi, ça a introduit quelques nouveautés dont on voulait vous parler ce matin. Donc voilà, donc si on passe maintenant au référentiel comptable français, donc en 2025, le principal changement concerne en fait l'application obligatoire du règlement ANC 2022-06 qui vise effectivement à moderniser les états financiers pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025. Donc c'est déjà applicable. Pour rappel, ce règlement, il est applicable en fait à toutes les entités, à l'exception de celles du secteur du logement social, pour lesquelles l'entrée en vigueur a effectivement été décalée d'une année. Donc cette première application, elle sera sans conséquence sur les exercices antérieurs, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de retraitement rétrospectif de l'information, en dehors, bien évidemment, des reclassements qui pourront être nécessaires pour se conformer au nouveau modèle de compte de résultat et de bilan. Donc, pour rappel, en fait, les points clés de ce nouveau règlement sont tout d'abord une nouvelle définition du résultat exceptionnel, qui nécessite en fait de recourir plus largement à l'exercice de jugement pour qualifier les éléments exceptionnels. Donc, ce sera moins systématique que sous l'ancien règlement. À noter notamment que cette nouvelle définition en fait du résultat exceptionnel, elle s'appliquera aux comptes statutaires, mais également aux comptes consolidés. Ensuite, on a la suppression de la technique du transfert de charges. Et enfin, il y a évidemment une mise à jour du plan des comptes et des modèles d'état financier, ainsi qu'une nouvelle présentation des informations dans les notes annexes. Si on passe maintenant au règlement ANC 2024-07, donc parmi les autres textes à signaler, donc on a ce nouveau règlement qui est relatif à la distinction entre les dettes et autres fonds propres. Donc ce règlement, pour rappel, il est toujours en cours d'homologation. Il introduit plusieurs modifications du plan comptable, donc le PCG, enfin l'ANC 2014-03 et le règlement sur les comptes consolidés, donc le règlement 2020-01. Il s'appliquera de manière obligatoire dès son homologation aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Alors, il pourra effectivement être appliqué par anticipation à compter de sa date de publication au journal officiel. Donc, en d'autres termes, si une société fait le choix d'appliquer
Ce nouveau règlement, de manière anticipée, elle pourra le faire au cours des exercices, aux exercices en cours à cette date, donc dès la date d'homologation. Donc le règlement, il propose en fait des modifications du PCG sur 4 sujets principaux. Donc tout d'abord, la définition des éléments constitutifs des capitaux propres. Donc en effet, le règlement apporte des précisions sur l'appartenance de certains types d'instruments à la rubrique capitaux propres. Par exemple, on parle des actions ordinaires, les actions de préférence, les certificats d'investissement. Il étend aussi cette rubrique aux bons de souscription de titres en capital et non plus seulement au BSA. Et il clarifie également les critères qui autorisent justement le classement de ces instruments en capitaux propres. Ensuite, la définition des autres fonds propres et de ses composantes est également modifiée. Donc, de cette façon, la rubrique autres fonds propres est désormais constituée exclusivement de 3 éléments: les fonds propres non remboursables, les avances conditionnées et les droits du concédant. Le règlement apporte également des modifications significatives au plan de compte, comme on peut s'y attendre. Et enfin, le règlement introduit de nouvelles obligations d'information en annexe, concernant notamment le détail des montants à la clôture de l'exercice, les caractéristiques des instruments et les modalités de paiement et l'échéance du paiement des intérêts courus des avances conditionnées. Pour les comptes consolidés, donc ça, on parle du règlement ANC 2020-01. Le règlement introduit en fait la suppression de l'article 252.3 sur les titres autodétenus. Donc, c'est quand même sous réserve, bien sûr, d'une modification du Code du commerce, ce qui impliquera un maintien à l'actif des titres autodétenus dans les comptes consolidés selon les mêmes modalités que dans les comptes sociaux, et également la suppression des emprunts non remboursables de l'article 273.1 qui permettait en fait de classer en capitaux propres consolidés certains instruments. Donc voilà, donc ça c'était pour les normes françaises. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de nos recommandations 2025. Donc si Je t'interromps juste parce Ah que pardon. je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose sur IFRS 18, c'est qu'il y aura une publication sur de l'ESMA début 2026 qui reprendra à la fois la partie IFRS, la partie ESEF, donc avec le balisage, et la partie MPM, donc attendue début 2026. Voilà, j'ai juste omis ce point et je voulais, donc j'y pensais vous en faire part. Donc maintenant, dans le vif du sujet avec nos recommandations annuelles. Donc, nos recommandations. Donc, le premier thème des recommandations cette année, c'est donc les risques géopolitiques et les incertitudes. Donc, on va couvrir un certain nombre de sujets qui sont repris sur ce slide. Donc, si on commence par les jugements clés, les estimations et la gouvernance. Donc, c'est en effet dans ce contexte un peu d'incertitude et d'instabilité accrue que les sociétés vont devoir clôturer leur compte 2025. Donc, si à la lecture de nos recommandations, vous avez dû noter en fait qu'on ne fait pas de référence spécifique aux incertitudes politiques et fiscales existant actuellement en France. Cependant, ces dernières contribuent également à rendre le contexte incertain et donc les sociétés devront également prendre en compte ces incertitudes supplémentaires. Donc, dans ce contexte particulier, il est vraiment important que les émetteurs communiquent de façon transparente, avec un niveau de granularité adapté évidemment à leurs enjeux, une information qui soit détaillée sur les principaux jugements et les hypothèses retenues dans le cadre de l'arrêté de leurs comptes annuels. L'objectif, en fait, de cette transparence et de cette granularité, elle est vraiment de permettre aux lecteurs des états financiers de comprendre les sources d'incertitude relatives aux estimations. Et c'est d'autant plus important que ces estimations, elles représentent en plus un risque d'ajustement sur les exercices suivants. Mais également de comprendre, en fait, cette information, elle doit également permettre de comprendre comment ces incertitudes affectent la performance économique, mais également les états financiers des sociétés. Dans ce contexte, les émetteurs devront donc veiller à communiquer des informations qui reposent sur des hypothèses qui leur sont spécifiques, c'est-à-dire ne pas forcément reprendre quelque chose de très général, mais essayer d'être le plus spécifique possible en fonction de leur secteur, de la localisation de leurs activités. Et donc forcément, ces hypothèses très spécifiques, elles vont impliquer en fait les organes de gouvernance. À ce sujet, comme Émilie a pu le mentionner précédemment, on encourage également les sociétés à se référer et on leur rappelle la publication par l'IASB d'exemples illustratifs d'ici la fin d'année qui pourront être également pris en compte
pour évaluer en fait le niveau d'information à fournir sur ces hypothèses, mais également pour les aider à voir comment communiquer effectivement sur ces hypothèses. Enfin, dans ce contexte d'incertitude, on voulait également rappeler les sujets qui sont liés à la liquidité, à la continuité d'exploitation, qui ont été des sujets qui ont été couverts dans nos recommandations de l'année dernière et qui effectivement demeurent d'actualité. Alors peut-être si on revient un peu sur la continuité d'exploitation, pour rappel, l'analyse, elle doit être effectuée à minima sur une période de 12 mois après la date de clôture, mais elle ne doit pas forcément se limiter à 12 mois. Donc ça va un peu dépendre des spécificités des sociétés. Et on attire également votre attention, enfin on vous rappelle la publication du document pédagogique de l'IASB sur Going Concern, A Focus on Disclosures, qui a été publié donc en mai dernier. Donc, si on s'intéresse maintenant aux tests de dépréciation, donc ce sujet a également été largement abordé dans nos recommandations précédentes, mais il reste toujours d'actualité dans le contexte actuel. Donc, en effet, les incertitudes actuelles pourraient conduire les émetteurs à changer leur stratégie, mais pourraient également impacter leur performance, ce qui pourrait effectivement avoir un impact sur les tests de dépréciation. Donc, quand on pense, ici, on fait plutôt référence aux incertitudes qui sont liées notamment aux droits de douane, qui pourraient s'avérer plus élevés que prévu, à une volatilité plus importante des taux de change que ce qui aurait pu être anticipé par les sociétés, ou encore à une augmentation des coûts de transport. Donc tous ces événements peuvent constituer pour les sociétés des indices de perte de valeur, donc au sens d'IAS 36.12, et donc nécessiter, le cas échéant, la réalisation d'un test supplémentaire, donc en complément effectivement du test annuel obligatoire requis par la norme. Donc, c'est pourquoi dans ce contexte particulier, nous recommandons effectivement aux émetteurs de clairement préciser dans leurs états financiers les indices de perte de valeur qu'ils ont pu identifier, donc que ces derniers soient internes, que ces derniers soient externes, donc par exemple une baisse de la demande, une perturbation de la chaîne d'approvisionnement, ou bien encore internes, comme par exemple des pertes de contrats, des arrêts d'usines dans des secteurs particuliers, des zones géographiques qui pourraient être plus ou moins impactées en fonction notamment des droits de douane ou autres, mais également de préciser les jugements ou hypothèses retenus pour conclure finalement à l'existence ou non d'indices de perte de valeur au cours de l'exercice. Et donc attention, pour rappel, et donc ça on l'a bien mis en rouge dans notre présentation, cette identification des indices de perte de valeur, elle ne se limite pas exclusivement aux UGT avec goodwill, mais elle doit effectivement être réalisée au niveau des autres actifs corporels impactés par ces décisions stratégiques. Donc sur cette diapositive, nous voulions simplement rappeler en fait quelques principes clés concernant la détermination finalement de la valeur recouvrable dans le cadre des tests de dépréciation, qui peut être déterminée, donc comme vous le voyez, soit sur base de la valeur d'utilité, soit sur base de la juste valeur. Et donc, si on passe finalement sur le slide suivant, donc on revient un petit peu plus en détail sur les problématiques et la complexité qui peut être liée justement à la détermination de ces valeurs recouvrables. Donc, déjà, si on s'intéresse à la valeur d'utilité, ce qu'on pourrait noter, c'est qu'il pourrait y avoir tout d'abord des différences entre les projections de flux de trésorerie retenues initialement dans le cadre de ces tests et finalement la réalité. Donc dans ce cas, la société devra effectivement analyser les causes de ces différences pour s'assurer que les hypothèses qu'elle a retenues restent finalement raisonnables. Mais il peut aussi également y avoir des événements qui interviennent et qui n'avaient pas été anticipés et donc qui n'avaient pas été pris en compte dans ces flux de trésorerie. Et dans ces cas-là, évidemment, les flux de trésorerie devront être ajustés pour ces différents événements. Si on se focalise maintenant plus particulièrement sur la juste valeur, la difficulté justement pour déterminer la juste valeur pourrait être d'utiliser finalement des hypothèses clés fiables. Et donc dans cette situation, ce que nous recommandons dans nos recommandations aux sociétés, c'est d'essayer d'être le plus transparent possible
dans la présentation des hypothèses clés retenues, pour que finalement le lecteur des états financiers ait une connaissance des hypothèses qui ont été effectivement retenues dans la détermination de cette juste valeur, d'expliquer finalement les évolutions matérielles qui auraient eu lieu au cours de l'exercice sur ces hypothèses, alors qu'elles soient financières ou opérationnelles, et enfin de préciser sur quelle base ces nouvelles hypothèses ont pu être retenues et déterminées, c'est-à-dire est-ce qu'on parle de bases internes donc qui seront spécifiques à la société, ou est-ce qu'on parle de bases plutôt externes qui, dans ces cas-là, pourraient être finalement disponibles à tout lecteur des états financiers. Donc, évidemment, si les sociétés ont changé leur manière de calculer la valeur recouvrable depuis la dernière clôture, donc entre valeur d'utilité et juste valeur, elles devront effectivement le préciser. Et enfin, on revient effectivement sur les exemples de l'IASB avec l'exemple 2 qui indique finalement la démarche qui sera à suivre par les sociétés dans l'analyse des principales hypothèses et des analyses de sensibilité à présenter. Et donc, pour rappel, et comme Émilie l'a déjà mentionné, les sociétés peuvent effectivement s'inspirer de ces exemples pour évaluer finalement le niveau d'information à fournir. Donc, si on passe maintenant à l'analyse de sensibilité, donc le sujet n'est pas nouveau et donc de la même façon, nous encourageons finalement les sociétés à retourner vers nos recommandations précédentes, qui restent finalement toujours applicables et qui sont encore plus applicables dans les incertitudes économiques actuelles. Donc, dans ces incertitudes, ce qu'on recommande aux émetteurs, c'est d'apprécier déjà l'opportunité d'élargir les fourchettes retenues dans les analyses de sensibilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait par le passé, notamment dans un contexte d'inflation, de hausse des taux et autres, d'encourager finalement les sociétés à élargir ces fourchettes. Là, c'est toujours applicable et c'est d'autant plus vrai. Et puis peut-être d'étudier l'opportunité d'ajouter de nouvelles analyses de sensibilité. Donc, par exemple, en faisant varier des combinaisons d'hypothèses, comme par exemple une baisse de la marge en lien avec une hausse des coûts et une prime de risque élevée. Donc, c'est essayer de voir un petit peu toutes ces combinaisons qui pourraient être intéressantes pour les lecteurs des états financiers. Pour les UGT les plus sensibles, on recommande aux émetteurs de préciser quelles seraient les variations raisonnables d'hypothèses clés qui conduiraient à des dépréciations complémentaires, en précisant effectivement le montant de cette perte complémentaire. Et puis, si le headroom est fortement réduit depuis le dernier exercice, on recommande également aux sociétés de mentionner cette baisse, mais également de préciser les UGT qui sont concernés par cette problématique. Donc en pratique, par exemple, la plupart des sociétés communiquent sur des marges de sécurité quand la norme fait référence à des valeurs seuil. Et donc, il pourrait effectivement être utile de combiner ces deux formats d'information dans certains cas. Donc, toujours sur les tests de dépréciation, plus particulièrement sur la révision des durées d'utilité. Donc, les normes IAS 16 et IAS 38 requièrent en fait de revoir à chaque clôture les durées d'utilité ou les valeurs résiduelles, mais au-delà de chaque clôture également en cas de ralentissement ou d'arrêt d'une activité. Donc effectivement, le contexte actuel pourra avoir un impact sur les durées d'utilité ou les valeurs résiduelles, et donc nous recommandons aux sociétés d'apprécier si ces durées ne devraient effectivement pas être révisées. Donc, certaines sociétés pourraient également considérer, par exemple, qu'il n'est plus pertinent d'avoir certains actifs comme ayant une durée indéterminée et considérer donc que désormais ces actifs ont une durée de vie déterminée. Et dans ces cas-là, l'information concernant ces changements devra être fournie dans les états financiers et indiquer également l'analyse qui les a amenés finalement à changer cette durée au cours de l'exercice. Donc, on en a fini avec les tests de dépréciation. Donc, un des points de vigilance également dans le contexte de l'arrêté des comptes 2025 est la recouvrabilité des impôts différés actifs qui nécessite de la même façon l'exercice de jugement. Donc, selon la norme IAS 1, les paragraphes 35 et 81, pour être précis,
requiert finalement un certain nombre d'informations en annexe, notamment sur les modalités de prise en compte des incertitudes relatives aux prévisions de bénéfices imposables dans le futur et l'horizon temporel de recouvrement des impôts différés retenus. Donc, dans le contexte actuel, nous recommandons aux sociétés qui seraient significativement concernées par ce sujet de développer les informations communiquées en annexe sur les hypothèses clés retenues, donc par exemple les périmètres fiscaux concernés, les durées d'utilisation anticipée des impôts différés actifs, l'horizon de temps retenu pour l'estimation des bénéfices futurs, préciser également les impôts différés actifs qui n'ont pas été reconnus parce que probablement non utilisables, et les incertitudes relatives justement à l'utilisation future. Il sera également important d'expliquer les évolutions depuis la dernière clôture et de communiquer une information sur la sensibilité des montants activés à des variations raisonnablement possibles de ces hypothèses clés. Et enfin, on recommande également aux sociétés de se référer au communiqué de l'ESMA, donc du 15 juillet 2019, sur les jugements relatifs à l'activation des IDA, et en particulier en ce qui concerne la nature des éléments probants à considérer pour apprécier justement ce caractère probable des bénéfices imposables futurs. Et donc, même si ce document, alors on peut dire, il date de 2019, et on est maintenant en 2025, son contenu reste applicable et il est utile justement dans l'exercice de ce jugement. Donc, dans le contexte actuel, un autre point d'attention concerne finalement les contrats qui peuvent être conclus avec des clients. En effet, on peut s'attendre finalement dans ce contexte à ce que les coûts de réalisation de certains contrats pourraient augmenter en raison, par exemple, de droits de douane supplémentaires. Une telle augmentation pourrait ainsi impacter les prévisions de marge à terminaison de certains contrats et entraîner dans certains cas l'obligation de constater des provisions pour contrats déficitaires. Dans ce contexte, en fait, dans nos recommandations, nous avons voulu insister sur le fait que les sociétés doivent s'assurer que les prévisions retenues pour évaluer les marges à l'achèvement des contrats soient raisonnables et justifiables. Il est également rappelé aux émetteurs l'importance des informations et les impacts à communiquer en raison des changements d'estimation du degré d'avancement ou du prix de transaction. En cas de modification apportée sur l'évaluation du degré d'avancement, les impacts doivent être comptabilisés comme des changements d'estimation comptable. Donc, dans ces cas-là, on aura recours à la norme IAS 8 pour justement s'informer sur le niveau d'information qui est requis, les informations qui vont être fournies sur ce sujet dans les états financiers. Pour rappel également, donc l'appréciation du caractère onéreux des contrats doit être effectuée en application d'IS 37, qui prévoit au préalable un test de dépréciation pour tous les actifs rattachés au contrat analysé. Par exemple, certains coûts d'obtention ou de réalisation des contrats pourraient nécessiter d'être dépréciés. Et donc, il nous apparaît également très important de préciser que cette analyse, elle se fait au niveau du contrat dans son ensemble et pas seulement au niveau de chaque obligation qui serait prise en fait de façon distincte, donc au niveau de chaque obligation de performance individuelle liée au contrat. Évidemment, une information sur le caractère déficitaire des contrats est requise dans les états financiers en indiquant notamment la typologie de coûts pris en compte et les jugements effectués pour estimer en fait que finalement ces contrats pourraient ou non être déficitaires. On pourrait également, dans le contexte actuel, s'attendre à ce que de nombreux contrats clients fassent l'objet de révisions de prix ou de volume. Et donc, alors, on ne va pas re-rentrer dans le détail des exigences de la norme, mais on voulait en fait alerter les sociétés sur le fait que dans ces cas-là, en fait, le traitement comptable de ces révisions peut être effectivement complexe et qu'il y existe en fait deux modèles comptables distincts dans IFRS 15 qui auront finalement des impacts très différents en termes de reconnaissance de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on aura soit des effets prospectifs ou non prospectifs selon le cas. Donc l'objectif en fait de ce slide, c'était vraiment de rappeler ce point et toujours de recommander de communiquer de façon transparente à la fois sur le modèle qui aura été retenu par les sociétés,
mais également sur les impacts sur le chiffre d'affaires qui auront pu être connus au cours de la période. Alors avant de conclure, avec cette thématique, on voulait également attirer votre attention sur les provisions pour restructuration parce qu'on sait que dans le contexte, on pourra avoir des restructurations. Donc on a souhaité rappeler aux sociétés l'importance de s'assurer préalablement à la comptabilisation d'une provision, du respect des critères qui sont prévus par la norme IAS 37. Alors je les rappelle, c'est l'existence d'une obligation implicite ou légale, d'un plan de restructuration détaillé qui a été annoncé et le fait évidemment que la provision peut être estimée de façon ou de manière fiable. Également, petit point de rappel, les indemnités qu'on a mis également en rouge sur la slide, les indemnités de licenciement qui sont associées à un plan de restructuration, elles entrent dans le champ d'application de la norme IAS 19 et pas 37. En ce qui concerne les stocks, on recommande également aux émetteurs, si elles étaient, enfin, le cas échéant, et si les méthodes de dépréciation ont évolué depuis le dernier exercice, de l'indiquer. Également, si des dépréciations complémentaires ont été reconnues et évidemment de préciser les raisons de ces évolutions. Un autre point d'attention là qui est plus spécifique cette fois-ci aux institutions de crédit, toujours dans la continuité des enjeux qui sont liés aux risques géopolitiques et incertitudes, on voulait faire un petit point de focus sur ce risque de crédit qui, en nous intéressant dans un premier temps aux impacts effectivement pour les institutions financières, mais dans un deuxième temps aux autres sociétés. Donc, vous le rappelez sans doute, la norme, elle requiert que les évolutions significatives du risque de crédit ou toute modification intervenue dans la politique de gestion des risques soit présentée et expliquée dans les états financiers. Donc, on se doute que le contexte actuel pourrait nécessiter des évolutions, des paramètres, des modèles de provisionnement qui sont prévus par les institutions financières, par exemple sur les probabilités de défaut, les LGD ou encore sur les scénarios macroéconomiques qui sont utilisés. Ce à quoi on s'attend, c'est que les émetteurs expliquent la manière dont les impacts de l'environnement macroéconomique ont été pris en compte dans le calcul de ces pertes attendues, qu'ils détaillent les évolutions qui ont été apportées en termes à la fois d'impact et de classement. Et on voulait également rappeler qu'on sait que ces incertitudes qui sont liées à ce contexte macroéconomique, elles peuvent être difficiles à appréhender dans les modèles qui ont été bâtis. Et si les émetteurs procèdent à des ajustements, qu'ils soient post-modèle, dans le modèle ou directement sur le montant des pertes de crédit attendues, sur des portefeuilles ou des zones géographiques identifiées à risque, là encore, on demande à ce qu'il y ait une communication et que pour les ajustements significatifs, ces infos elles soient suffisamment développées afin de permettre à un lecteur des états financiers de comprendre la nature des modifications apportées et les raisons de celles-ci et évidemment les impacts chiffrés. De manière analogue à ce que je viens de vous expliquer pour les institutions financières, le contexte macroéconomique peut également avoir des conséquences sur les matrices de provisionnement qui sont utilisées par les sociétés et donc, in fine, sur le montant des pertes de crédit attendues. De la même façon, les sociétés concernées devront être transparentes sur les modifications qui ont été apportées et leurs incidences. On voulait également attirer l'attention des sociétés pour celles qui bénéficient de contrats de garantie ou d'assurance crédit, de bien s'assurer que les dispositions de ces contrats n'excluent pas certaines situations. Alors, je pense par exemple à des conflits qui pourraient engendrer la cessation des contrats. Et dans ce cas-là, il conviendrait de mettre à jour les taux de dépréciation de leurs créances clients qui seraient de ce fait plus assurés. Donc, avoir une vigilance sur ce que couvraient exactement ces garanties ou ces polices ou ces assurances crédit. Avant de terminer avec cette thématique sur le risque géopolitique, il nous a paru important, dans ce contexte complexe, et dans l'environnement économique mouvant, et incertain, qui continue de perdurer, de faire un point sur les événements postérieurs à la clôture. Heu, on perçoit que ça va être plus prégnant que dans d'autres contextes et on voulait attirer l'attention des émetteurs sur le fait que l'information qui va être communiquée, elle doit être complète, elle doit refléter fidèlement la situation
et surtout être présenté de façon transparente dans les états financiers en expliquant les jugements importants qui ont été pris et l'analyse retenue qui conclut, parce que je ne suis pas revenue sur ce point-là, mais effectivement, certains des événements nécessitent des ajustements des états financiers, d'autres non. Donc, il faudra expliquer les jugements qui ont été pris pour conclure sur l'une ou l'autre des situations. Donc voilà pour ce panorama notre première thématique liée aux incertitudes et risques géopolitiques. On a voulu également ce matin, enfin, et en tout cas ça fait partie de nos recommandations annuelles, faire un focus sur l'information sectorielle. Cette information sectorielle, c'est un point d'attention et un sujet récurrent des régulateurs européens. Et nous, côté AMF, on a pu observer que certains principes clés n'étaient pas toujours correctement appliqués. Donc, on souhaitait en première instance rappeler que l'information sectorielle doit être élaborée à partir du reporting interne, sur la base duquel le principal décideur opérationnel prend des décisions de gestion. De ce fait, des indicateurs financiers ne peuvent être présentés dans l'information sectorielle que s'ils sont régulièrement revus par ce principal décideur opérationnel, et ce, indépendamment de la communication qui est effectuée en dehors des états financiers. On reviendra également sur les informations qui sont requises sur les charges et produits sectoriels, les zones géographiques et les principaux clients. Donc, ça va être les 3 thématiques qu'on voulait descendre avec vous ce matin. Donc, si on fait un point d'attention sur les produits et charges par secteur opérationnel, vous n'êtes pas sans savoir qu'en juillet 2024, l'IFRIC a rendu une décision à la suite d'une question sur les éléments de produits et de charges à détailler par secteur. L'IFRIC a confirmé que les informations qui sont listées dans le paragraphe 23 de la norme IFRS 8 devaient être présentées dans l'information sectorielle dès lors que celles-ci sont incluses dans une mesure de résultat sectoriel revue par le fameux principal décideur opérationnel ou communiquée régulièrement à ce dernier. Pour rappel, l'appréciation du caractère significatif de ces éléments doit se faire sur la base de la même matérialité que celle qui est utilisée pour élaborer évidemment les états financiers. Côté AMF, on a fait une petite étude qui a porté sur les sociétés du CAC 40 et on relève que le niveau d'information qui est communiqué est assez hétérogène et que lorsque l'information n'est pas donnée, finalement, on n'arrive pas à comprendre la raison de la non-communication de cette information. On ne sait pas si elle est justifiée ou pas. Les mêmes tendances, on a élargi l'échantillon aux sociétés de l'Eurostoxx 50 et on aboutit aux mêmes tendances. Et on constate également que l'information sectorielle n'a pas beaucoup évolué depuis la publication de cette décision par l'IFRIC. Donc ce matin, on voulait recommander aux sociétés de s'interroger sur les informations qui doivent rentrer dans le champ d'IFRS 23, enfin pardon, du paragraphe 23 d'IFRS 8, et qui devraient être communiquées par secteur. Notamment, on se doute bien que dans le contexte actuel, un lecteur des états financiers peut avoir des attentes plus fortes quant à certaines typologies de charges. Je pense par exemple au coût de l'énergie, au coût des transports, de la sous-traitance, des charges de personnel ou achats de matières premières qui peuvent être un point d'attention d'un lecteur des états financiers. Donc, ce qu'on voulait véhiculer comme information ce matin, c'est qu'on s'attend à ce que certaines informations soient complétées à l'avenir. Donc, on invite les sociétés vraiment à s'interroger sur ce sujet-là. Et également, en cas d'absence de présentation, parce qu'on vous a dit que parfois l'information n'est pas communiquée, mais qu'on n'est pas capable de comprendre pourquoi elle n'est pas communiquée. En cas d'absence de présentation, de ventilation d'éléments significatifs qui seraient légitimement attendus par un lecteur des états financiers, il faudrait que les sociétés justifient qu'elles respectent bien le paragraphe 23 d'IFRS 8 au vu de cette absence. Alors, juste pour clarifier mon propos, l'idée, c'est pas de justifier en annexe le non-respect d'une norme, hein, c'est vraiment pas ça, mais c'est vraiment d'indiquer pourquoi, dans un cas précis, aucune information n'est à communiquer. Parce qu'il y a une attente du lecteur et qu'elle n'est pas, voilà, il faut qu'il comprenne pourquoi aucun élément n'est communiqué sur ce sujet-là. En ce qui concerne la présentation des informations sur les zones géo, oui, on en a fini avec là, c'est que j'ai pas été assez rapide sur le déroulé, c'est ça?
Pardon. En ce qui concerne la présentation des informations sur les zones géographiques et les principaux clients, là aussi, on a constaté une hétérogénéité dans l'application des exigences de la norme IFRS 8. Et les normes ne permettent pas toujours de mesurer non plus la dépendance de certaines sociétés à certains marchés, par exemple à l'export ou certains grands clients. Donc on a mené une étude sur les sociétés du CAC 40 qui illustre, encore cette diversité. Donc là, sur cette slide-là, on voit que la majorité alors hop, je reviens juste, pardon, je ne veux pas vous donner mal au cœur, mais en arrière. Si la majorité des sociétés publient un chiffre d'affaires réalisé dans le pays du siège social, comme vous pouvez le voir, hein, puisqu'on est majoritairement en bleu, et le montant des autres actifs non courants, en revanche, cette fois-ci, quand on s'intéresse à d'autres pays significatifs, bah là, on a plus que 2 tiers de l'échantillon qui précise le chiffre d'affaires dans un autre pays significatif, sachant qu'un tiers ne fournit aucune information au-delà du pays du siège social. Et enfin, environ la moitié de l'échantillon détaille le montant, la valeur des actifs non courants à l'étranger, mais indique faire des exclusions, comme par exemple les titres non équivalence ou les droits d'utilisation. Donc, ce matin, on voulait vous rappeler que cette information elle doit être communiquée pour chaque pays individuellement significatif, qu'un seuil de 10% utilisé par analogie avec le paragraphe 13 d'IFRS 8 peut servir de repère, hein, pour identifier ce qui est un pays significatif. Et à la lecture effectivement des annexes, ce qu'on vous disait, hein, il est difficile de comprendre si l'information elle est complète, donc pas d'autres pays significatifs parce que c'est justifié, ou s'il manque une information. Donc, en raison de ces constats et compte tenu du contexte macroéconomique et géopolitique actuel, on recommande aux sociétés de bien veiller à faire une présentation claire et complète des informations géographiques en combinant des critères quantitatifs et qualitatifs pour déterminer les pays qui sont individuellement significatifs, en veillant à bien préciser la base de répartition du chiffre d'affaires par client entre les différents pays. L'objectif étant pour chaque émetteur, effectivement, de trouver le bon niveau de granularité qui est adapté à son modèle d'affaires et d'expliquer pourquoi l'information fournie est la plus pertinente possible au regard d'IFRS 8. On voulait également, en bas de cette slide, partager avec vous une bonne pratique qui consiste à présenter une double lecture géographique, c'est-à-dire à la fois par zone de production et par zone de commercialisation. Effectivement, encore une fois, hein, dans le contexte actuel, on pense que cette information, elle prend toute sa pertinence, elle permet de mieux comprendre les risques géopolitiques et ceux relatifs à la chaîne d'approvisionnement. Donc, on voulait partager cette bonne pratique avec vous. Maintenant, si on s'intéresse à la dépendance à l'égard des principaux clients, là aussi, on constate que l'information, elle est trop inégalement communiquée. En reprenant notre échantillon du CAC 40, on constate effectivement que la moitié des sociétés publient cette information et parmi elles, 20% déclarent avoir un client représentant plus de 10% du chiffre d'affaires, tandis qu'une majorité affirme qu'aucun client ne dépasse ce seuil. On observe un manque de détails, peu de ventilation par client ou par secteur, parfois même une réticence à publier des données individuelles par client. Et pourtant, et on insiste sur ce point, la norme, elle accorde aucune exemption, hein. Il faut indiquer le montant du chiffre d'affaires généré par client important et les secteurs qui sont concernés, sans pour autant nommer les clients. Ce n'est pas notre demande. Encore une fois, dans le contexte économique et géopolitique actuel, cette information, elle est essentielle. Elle permet évidemment d'évaluer la dépendance à des clients clés, à des risques de contrepartie. Et en conséquence, on recommande aux sociétés de s'assurer que l'information est fournie pour tous les clients qui sont individuellement significatifs et en précisant évidemment à quel secteur ils sont rattachés. Je vous propose maintenant de nous intéresser sur le dernier sujet de ce volet-là, sur les regroupements de secteurs, et je passe la parole à Estelle. Oui, donc, merci Mie. Donc, pour en finir avec cette section sur l'information sectorielle, on va s'intéresser donc aux critères de regroupement. Donc, ce qu'on a pu noter majoritairement dans le cadre de nos revues, c'est qu'il est en fait souvent difficile, sur base de l'information fournie dans les états financiers, de déterminer si finalement des regroupements de secteurs ont été effectués
par les sociétés. Donc c'est souvent un point qu'on a pu noter. Donc en général, et comme requis par la norme, les sociétés qui ont effectué des regroupements, on s'attend à ce qu'elles finalement elles indiquent les jugements exercés qui leur ont permis de procéder à ces regroupements significatifs, et notamment l'analyse requise par IFRS 8 des caractéristiques économiques similaires à long terme, qui est notamment illustrée par les marges brutes moyennes dans la norme. Le contexte macroéconomique actuel, il va pouvoir également avoir un impact finalement sur ces regroupements, puisqu'en fait, on pourrait s'attendre à ce que les rentabilités à moyen ou long terme soient modifiées et que dans ces cas-là, finalement, certains regroupements ne soient plus véritablement justifiés. Donc c'est pour ça qu'en fait, on recommande aux sociétés qui procèdent à des regroupements d'effectuer une revue annuelle du respect des critères de regroupement et de s'assurer que ces derniers sont effectivement toujours respectés. De la même façon, dans le contexte actuel, certaines sociétés peuvent procéder à des réorganisations et de la même façon, en cas de réorganisation, il conviendra de s'interroger sur les conséquences et notamment sur l'impact et la validité des regroupements existants. Donc, en cas d'arrêt du respect des critères de regroupement, il est important, on insiste encore sur l'importance d'accompagner l'information comparative retraitée d'une explication pour justifier pourquoi les regroupements qui existaient jusqu'alors n'existent plus et les raisons qui ont pu amener finalement les sociétés à faire évoluer ces regroupements depuis l'exercice précédent. Et puis, on voulait également faire un rappel sur ce slide que le goodwill ne peut être alloué pour les tests de dépréciation à une UGT ou un groupe d'UGT qui correspond à un niveau plus grand qu'un secteur opérationnel avant regroupement. Donc ça, c'était également un point qu'on voulait rappeler. Donc, on en a fini avec l'information sectorielle. Donc, on va maintenant passer au reporting électronique ESEF. Donc, comme Émilie a pu le mentionner en début de présentation et comme l'an passé, les recommandations de fin d'année incluent désormais une section spécifique sur le format électronique européen, donc plus familièrement appelé ESEF. Donc, vous êtes maintenant familier avec les mises à jour régulières du règlement délégué qui inclut finalement chaque année une nouvelle taxonomie applicable. Donc, sur ce slide, on voulait finalement rappeler un petit peu les nouveaux règlements qui vont entrer en vigueur. Donc, pour rappel, la taxonomie 2024 a été publiée au journal officiel en janvier 2025 et la future taxonomie ESEF 2025 devrait être publiée, quant à elle, début 2026, en même temps que la mise à jour des RTS. Donc, à ce sujet, on voulait attirer l'attention des émetteurs sur le fait que pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025, ils auront en fait la possibilité d'utiliser la taxonomie ESEF 2024, qui est basée sur la mise à jour 2024, ou bien la future taxonomie ESEF 2025, qui, elle, ne sera publiée finalement que début 2026. On voulait également rappeler que le futur projet de RTS ESEF 2025 va inclure dans la taxonomie IFRS 2025 les concepts d'IFRS 18, qui n'ont pas... Alors, la norme n'a pas encore été adoptée par l'Union européenne et donc ces nouveaux concepts ne seront pas forcément strictement applicables. Cependant, comme ce qu'a pu rappeler Émilie en début de présentation concernant IFRS 18, on veut également encourager les sociétés à évaluer les impacts de cette future norme et donc à se familiariser avec la nouvelle structure de la taxonomie et également la tester avant sa mise en œuvre effective en 2027. Et donc, pour rappel, il est toujours possible de faire des tests avec l'AMF sur ce reporting ESEF. On voulait également souligner que l'ESMA a mis à jour son manuel de reporting. Donc, une traduction en français est disponible sur le site de l'AMF, ainsi que des ressources externes et internes et des réponses à un certain nombre de questions. Donc, ça sera dans la section FAQ que peuvent se poser finalement les sociétés sur ce reporting ESEF et au moment de la préparation de ce reporting ESEF.
Et enfin, on voulait également rappeler que depuis le 1er juillet 2023, les émetteurs ont la possibilité, donc s'ils le souhaitent, de déposer leur rapport financier semestriel ou le DEI valant RFS au format ESEF. Alors juste pour rappel sur ce rapport financier semestriel, l'AMF ne réalise aucun test et il n'y a pas non plus de diligence à réaliser par les commissaires aux comptes sur le balisage. On voulait également rappeler sur ce slide donc 2 points de vigilance qu'on a pu également noter régulièrement au cours de nos revues. Donc le premier, c'est le dépôt du RFA ou du DEU valant RFA. Donc ce qu'on voulait vraiment rappeler, c'est que depuis le 1er janvier 2024, la version officielle du RFA ou du DEU valant RFA est la version ESEF, c'est-à-dire que seule cette version doit être déposée auprès de l'AMF et que pour rappel, cette version ESEF, elle doit également être déposée sur le site de l'émetteur. On a pu encore noter dans certains cas que finalement on retrouve une version PDF sur le site de l'émetteur, mais pas la version ESEF, alors que cette version ESEF doit également figurer sur le site de l'émetteur. Et enfin, on voulait aussi rappeler aux sociétés qu'il est finalement important de s'organiser en interne et de renforcer le contrôle interne pour s'assurer en fait que le processus de balisage des états financiers au format ESEF est suffisamment robuste et anticipé, notamment en prenant en compte le calendrier prévu de publication. Donc, si vous vous rappelez, l'année dernière, l'ESMA avait également publié un certain nombre de recommandations en lien avec ce reporting ESEF. Donc, l'année dernière, ces recommandations, elles se focalisaient principalement sur l'état primaire du bilan. Donc, cette année, l'ESMA publie à nouveau des recommandations, mais se focalise cette fois-ci sur le tableau de flux de trésorerie. Et donc, l'AMF a également repris dans ses recommandations un certain nombre de ces sujets, sachant tout de même que les recommandations qui ont pu être publiées en 2024, notamment sur le bilan, restent toujours d'application. Donc, pour revenir brièvement en fait sur les recommandations concernant le TFT, donc ces recommandations, elles concernent déjà l'exactitude des balises utilisées, c'est-à-dire qu'il est important pour l'émetteur de s'assurer que les balises qui sont utilisées sont correctes et appropriées. Donc, par exemple, on donne sur ce slide un exemple d'erreur, mais on peut par exemple avoir des flux nets de trésorerie opérationnelle qui sont balisés avec un concept de financement. Donc, il est vraiment important de s'assurer de l'exactitude et il est aussi important de s'assurer que les balises utilisées soient suffisamment proches de l'élément balisé, c'est-à-dire que des fois, les balises sont beaucoup trop larges et finalement, ça ne permet pas un balisage approprié. La deuxième recommandation porte sur l'exhaustivité et la cohérence des balisages. Donc, sur ce point-là, on voulait rappeler que l'intégralité des données chiffrées doivent être balisées. Donc, ça inclut les valeurs nulles, c'est-à-dire que dans tous les cas, toutes les valeurs nulles doivent effectivement être balisées. Les notes de bas de page, c'est-à-dire qu'il faut également baliser les montants qui pourraient être inclus dans les notes de bas de page, et ça pour les 2 années. Et donc voilà, donc il est important de s'assurer véritablement dans le cadre des contrôles et du processus de revue des reportings ESEF que tout est effectivement bien balisé. Ensuite, la troisième recommandation, elle concerne la création la création et l'ancrage des extensions. Donc à ce sujet-là, l'AMF recommande de s'assurer que la création d'une extension soit justifiée, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas finalement une extension qui existe déjà, et la création d'un balisage est justifiée, donc c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas finalement dans la taxonomie quelque chose qui existerait déjà, et qu'en cas de création, on doit effectivement, cette balise, elle doit être ancrée avec une extension un peu plus large. On a noté également dans un certain nombre de cas des anomalies d'unités d'échelle, de décimales ou de signes. Donc à ce niveau-là, l'AMF elle recommande de s'assurer que l'échelle sélectionnée correspond bien à l'information présentée, c'est-à-dire que si on est en milliers d'euros,
on balise bien en milliers d'euros et pas en millions d'euros. Donc ça peut paraître anodin, mais c'est des erreurs qu'on a pu également relever dans notre revue des formats ESEF. Et puis également s'assurer de l'exactitude des signes qui peuvent être appliqués aux postes balisés. Et enfin, le dernier point concerne les règles de construction. Donc à ce sujet-là, on recommande vraiment, aux sociétés de s'assurer que les fichiers au format ESEF, déposés, auprès de l'AMF respectent effectivement, les règles de nommage applicables. C'est-à-dire qu'il y a un format spécifique qui est demandé pour, nommer le fichier électronique qui est déposé et il est vraiment important de s'assurer que ce nom est effectivement, respecté. Donc voilà pour les recommandations, sur le tableau de flux de trésorerie et ensuite je vais passer, rapidement sur la consultation publique de l'ESMA. Donc l'objectif, principal de ce slide, c'était déjà de remercier, en fait, les sociétés. C'est vrai qu'il y a eu une très forte mobilisation de la place. Beaucoup de sociétés ont répondu à cette étude et donc ça a permis également de faire, finalement entendre, la voix de la France, sur ces différents sujets. Donc c'était, un des points, principaux qu'on voulait noter. Heu, on reçoit aussi beaucoup de questions encore donc suite à cette étude sur l'obligation ou non, de baliser le rapport de durabilité. Donc pour rappel, hein, cette obligation, elle a été suspendue tant qu'aucune taxonomie finalement numérique spécifique n'est adoptée par l'Union européenne. Et donc ce point est explicitement mentionné dans la FAQ de la Commission européenne. Voilà, donc on voulait vraiment vous remercier pour la mobilisation et le fait d'avoir fait entendre la voix de la France, puisqu'il y a eu plus de 100 réponses remontées, donc ce qui est à souligner. On en a fini avec cette partie sur ESEF et je vous propose de passer maintenant sur les cas pratiques, les points sur lesquels on voulait s'arrêter, qu'on a pu voir au cours de nos revues. Le premier, il porte sur l'information relative aux parties liées. Donc en fait, on a rappelé au cours de nos travaux de revue l'importance de s'assurer de la présentation dans les états financiers de l'exhaustivité des parties liées. On a également pu constater une confusion entre la notion de transaction entre parties liées et celle de flux intragroupe, qui doivent être éliminés. Donc on souhaitait attirer l'attention des émetteurs sur le fait que si la norme IS 24 ne spécifie pas la manière dont les informations sont requises par le paragraphe 28, enfin requise par 28, elle va être présentée. Enfin, on ne veut pas qu'elle soit trop regroupée, il faut qu'elle soit suffisamment détaillée parce que parfois on a une information, mais elle est tellement agrégée qu'on n'arrive pas trop à la lecture à comprendre ce qu'elle recouvre. Donc, on veut qu'elle soit suffisamment détaillée si évidemment elles sont significatives. On recommande également aux sociétés de communiquer l'information sur les transactions entre parties liées, même si elles sont réalisées dans des conditions de concurrence normales. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut le démontrer. Donc, un point d'attention sur ces parties liées avec un niveau d'information un peu amélioré et une granularité adaptée. Un des deuxièmes points d'attention, c'est l'information sur la juste valeur des actifs et passifs financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans le bilan. Donc, dans ce cadre, on a relevé que certaines sociétés ne fournissent pas toutes les informations qui sont requises. Alors, comme je vous ai dit, c'est davantage pour les instruments qui sont évalués au coût amorti au bilan, puisqu'ils ne sont pas en juste valeur. Pour ces instruments, on a rappelé aux émetteurs qu'ils doivent présenter le niveau de hiérarchie de juste valeur, donc 1, 2 ou 3, par catégorie d'actifs et de passifs concernés, et que pour les instruments qui sont classés en niveau 2 ou 3, elles doivent décrire les techniques d'évaluation utilisées, les données d'entrée retenues et préciser tout changement de méthode depuis la clôture précédente. En effet, ces informations nous paraissent pertinentes et cruciales parce qu'elles permettent à un lecteur des états financiers de comprendre le degré d'observabilité des données qui ont été utilisées et, in fine, la fiabilité finalement de la juste valeur qui est communiquée au marché. De manière analogue, on a également constaté un manque d'informations, cette fois-ci sur les actifs et passifs financiers qui sont évalués à la juste valeur au bilan, où là, il existe une disparité des informations qui sont communiquées pour ceux qui sont classés en niveau 3 de hiérarchie de juste valeur.
ce qui rend complexe la compréhension des données non observables utilisées. On a du mal à comprendre comment la juste valeur est faite et évidemment de la sensibilité de ces observations. Donc on a rappelé dans ces cas aux émetteurs quelles étaient les informations attendues et de bien s'assurer que le classement dans le niveau de hiérarchie qui a été retenu, il reste valide dans le temps et approprié. Un autre point d'attention, c'est le tableau des flux de trésorerie, hein, sur lequel on avait fait pas mal de recommandations l'année dernière. Donc c'est un point important, donc sur la présentation du tableau de flux de trésorerie, notamment avec la distinction entre les flux qui génèrent réellement un mouvement de trésorerie et ceux qui n'en génèrent pas. La norme IS7 prescrit à ce sujet que les variations des passifs issus des activités de financement sans effet de trésorerie doivent être présentées séparément, hors de l'état des flux de trésorerie, pour bien permettre à un lecteur des états financiers de comprendre comment évolue la structure financière. En pratique, on a constaté que les informations, elles restent souvent assez peu détaillées ou varient beaucoup d'un émetteur à l'autre. Parfois même, les annexes ne permettent pas de comprendre quels sont les principaux mouvements de trésorerie sur la période. Donc, c'est pourquoi on a demandé aux émetteurs concernés de faire une distinction de manière transparente, avec une ventilation claire sur ces différents types de mouvements. Heu et également, de s'assurer que parce que c'était un autre point d'attention, de s'assurer que les instruments qui sont comptabilisés comme des équivalents de trésorerie respectent bien les critères de liquidité et de faible risque de changement de valeur en faisant un lien clair avec les notes annexes, notamment quand les flux sont importants ou inhabituels. Un autre point d'attention au cours de nos instructions, donc à l'occasion de ces dernières, on n'a pas eu l'occasion de constater que certaines sociétés présentaient des informations qui sont rattachées au risque, enfin, sur les risques attachés aux instruments financiers qui entrent dans le champ d'application d'IFRS 7, soit en annexe aux états financiers, soit dans la section risque du rapport de gestion. Donc on voulait rappeler, que IFRS 7, c'est la seule norme qui offre cette possibilité de donner d'incorporer une information par référence et que, à ce titre, elles doivent être consultables dans les mêmes conditions que les états financiers eux-mêmes, en même temps. Et surtout, et c'est ce qui manque souvent, c'est que les sociétés doivent faire des références croisées entre les états financiers et l'autre document qui inclut ces informations. Et bien souvent, on a dû inviter les sociétés concernées à procéder à l'établissement de ces références croisées entre états primaires et leur rapport de gestion, par exemple, pour permettre à un lecteur de comprendre comment l'information a été construite. Un dernier point d'attention avant de passer sur la section qui détaille un peu plus les revues, enfin notre sélection de cette année, un point sur l'information non matérielle. On s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'émetteurs, alors pas mal, un certain nombre d'émetteurs, qui présentent des informations qui sont jugées non matérielles. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils vont nous dire qu'un événement n'a eu aucun impact comptable significatif, ou vont détailler un traitement comptable sur les effets financiers pour un événement qui est non significatif, ou développer des informations narratives très longues voilà, des transactions qui sont avec peu d'incidence. Ce qu'on voulait rappeler ce matin, c'est que la norme IS1 rappelle clairement que l'obligation de présenter une information porte uniquement sur les éléments significatifs et que du coup, il convient de ne pas alourdir les notes annexes avec des informations qui sont non matérielles ou qui, de fait, pourraient nuire à la lisibilité parce que ça va allonger et alourdir et masquer l'information qui est vraiment pertinente. Donc, l'objectif, et c'est ce qu'on a rappelé aux émetteurs, est de veiller à ce que les informations fournies soient pertinentes, apportent une vraie valeur à un lecteur des états financiers et ne viennent pas inutilement en compliquer sa lecture. Donc voilà pour c'est un peu rapide, mais je vois le temps qui court. Le rapide panorama des cas, des points qu'on a pu nous constater au cours de nos revues et sur lesquels on a fait on voulait partager ces cas pratiques avec vous. Je passe maintenant la parole à Estelle qui va vous revenir sur la sélection des revues qu'on a pu faire. Alors, je vais essayer de couvrir cette section relativement rapidement au vu de l'heure qui avance. Donc,
Dans cette partie, on essaye de se focaliser sur la sélection des émetteurs et le type de revue, ainsi que les résultats finalement de nos revues. Donc, peut-être en rappel, donc, entre octobre 2024 et septembre 2025, donc, on a pu déjà revoir au total 53 émetteurs. Donc, ce qu'on rappelle sur ce slide, en fait, c'est les méthodologies de sélection qui restent finalement similaires avec les exercices précédents. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais donc, on continue effectivement d'appliquer les lignes directrices de l'ESMA. Et puis, on a également qui correspondent à une méthode multicritère, hein, c'est-à-dire qu'on a une analyse par les risques, une rotation et une sélection aléatoire. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ce slide, on a 83% des émetteurs ont été sélectionnés pour le critère risque, 9% sur base d'une rotation et 8% sur base aléatoire. Et donc, pour rappel, on rappelle également que 79% de nos revues ont été des revues complètes et 21% ont été des revues ciblées. Donc là, c'est un rappel, et je vais passer également rapidement de la différence, entre recommandations tout d'abord et points d'amélioration. Donc les recommandations, elles font l'objet d'un suivi systématique lors de la clôture suivante et elles sont prises en compte par l'ESMA dans son rapport d'activité, alors que les points d'amélioration sont finalement des sujets qui pourraient devenir significatifs dans le futur et donc on alerte l'émetteur sur ce sujet, mais ces points d'amélioration ne sont pas transmis à l'ESMA. Donc le point à noter est vraiment qu'on a une stabilité dans le nombre moyen de recommandations et de points d'amélioration cette année, avec environ 5 par société dans le cas d'envoi de recommandations et points d'amélioration. Et lorsqu'on envoie finalement des recommandations uniquement, on a un nombre moyen d'environ 3 par société. Donc ces chiffres restent relativement stables par rapport à l'exercice précédent. Donc là, ce slide vous décrit en fait tout ce qui est recommandations et points d'amélioration par grand thème. Donc, vous pouvez voir que finalement, les thèmes principaux, on peut évoluer. Donc, on a dans un premier temps la présentation des états financiers. On va avoir le tableau de flux de trésorerie. On va avoir également un certain nombre de recommandations en lien avec les instruments financiers, donc c'est-à-dire et les risques financiers. Donc, principalement IFRS 7, IFRS 9, 13. Donc, c'est véritablement les thèmes qui sont le plus souvent notés dans nos recommandations. Et on a également, alors IFRS 8, on a déjà passé pas mal de temps sur l'information sectorielle. Et peut-être un point à noter, c'est toutes les questions climatiques qui continuent finalement et qui continuent de gagner de l'importance. On a en effet une hausse marquée des recommandations émises en lien avec ce thème. Et donc, elles représentent maintenant quasiment plus de 4% finalement de nos recommandations, alors que par le passé, c'était quand même relativement marginal. Et puis après, on peut avoir d'autres thèmes qui vont apparaître en fonction des années. Donc là, par exemple, on peut avoir les contrats de location cette année, IAS 40, la taxe, les ESEF, etc. C'est des sujets sur lesquels la part d'une année sur l'autre varie beaucoup plus fortement. Donc là, on reprend également, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de cette diapositive, l'évolution de la répartition entre les recommandations et points d'amélioration sur ces principaux sujets. Donc voilà, donc je vais plutôt m'attarder ensuite sur finalement la synthèse des recommandations et des points d'amélioration. Donc là, sur les 3 diapositives à venir, on se focalise finalement sur les principaux thèmes donc qu'on a pu déjà mentionner précédemment, mais peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on a pu considérer comme étant une information manquante. Donc déjà, si on s'intéresse à la présentation des états financiers, on a souvent noté qu'on avait une présentation d'éléments non inhabituels ou significatifs qui pouvaient être classés en non courant. Donc c'est un point sur lequel on a pu souvent émettre des recommandations aux sociétés en leur demandant finalement de réviser ou de s'assurer que ce classement en non courant était effectivement approprié. On a très souvent, encore trop souvent, un manque de détails sur des postes autres qui sont significatifs, mais finalement, on n'a pas d'informations dans les notes annexes sur ce qui compose finalement ce montant autre.
Et puis au niveau des principes comptables, on a souvent noté qu'il y a un besoin de clarification sur certains sujets majeurs, ou alors on va avoir un certain nombre de principes comptables qui sont très fortement décrits, mais qui sont finalement pas applicables à la société. Concernant les instruments financiers, et donc les principaux points, c'est tout d'abord le manque de précision des informations données sur les programmes d'affacturage et d'affacturage inversé. Donc c'était un point qui était repris dans nos recommandations de l'année dernière, mais on n'a pas toujours vu une évolution sur le niveau d'information qui était formulé à ce niveau-là. Le détail des lignes principales d'endettement et les covenants applicables, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des covenants en lien avec ces lignes, est-ce que ces covenants sont respectés, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi tous les sujets qu'on avait pu couvrir dans nos recommandations 2024. La présentation d'une analyse par échéance des dettes financières et locatives qui est basée sur finalement des flux, qui doit être basée sur des flux contractuels non actualisés. Et on note encore souvent que les montants qui sont repris sont les mêmes qu'au bilan, donc sont actualisés. Une ventilation par ancienneté des créances en valeur brute ainsi que des dépréciations correspondantes, notamment quand on a des dépréciations matérielles. On a encore trop souvent finalement une ventilation de ces créances clients par échéance, mais pas des dépréciations correspondantes. Et puis enfin, la présentation de la juste valeur et du niveau associé pour l'ensemble des instruments financiers, et plus particulièrement pour tous les instruments financiers classés de niveau 3. Il y a encore dans certains cas, on n'a pas les techniques d'évaluation, on n'a pas les données d'entrée utilisées pour la valorisation, et on n'a pas forcément d'analyse de sensibilité de la juste valeur à une variation de ces, donc ensuite, on a les tests de dépréciation. Donc je ne vais pas forcément, revenir dans tout le détail parce qu'on a déjà passé pas mal de temps sur les tests de dépréciation, et donc on voit encore qu'on mentionne sur ce slide les hypothèses clés, les analyses de sensibilité. Donc je ne vais pas revenir dans le détail vu que c'est déjà des points qu'on a pu couvrir. Ensuite, sur le format ESEF, ben, de la même façon, on en a déjà parlé, donc la mise à disposition du rapport financier au format ESEF, complétude, exactitude des balisages, pertinence des extensions créées. Donc voilà, c'est un point qu'on a déjà pu couvrir alors, dans le cadre du TFT, mais c'est applicable un peu à tous les états primaires. Au niveau de la taxonomie, donc comme je le mentionne, et des risques climatiques, comme je le mentionnais précédemment, donc c'est un thème qui prend de l'ampleur en pourcentage de nos recommandations et points d'amélioration. Donc là, les principales recommandations, elles ont consisté à demander des explications sur les principales variations des indicateurs clés par rapport à l'exercice précédent, mais également à une réconciliation des montants déclarés avec les états financiers consolidés. C'est vrai qu'il est très difficile, dans certains cas, de faire le lien entre les montants qui sont indiqués dans la taxonomie et le reste des états financiers. Et puis au niveau des risques climatiques, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, Émilie en a parlé en début de présentation. Donc c'est vraiment développer les informations relatives à la prise en compte des engagements climatiques dans les états financiers, et puis également s'assurer de la cohérence entre l'information qui pourrait être donnée dans les états financiers et en dehors des états financiers. Et je vais finir rapidement sur l'information financière pro forma. Donc juste pour rappeler qu'on revoit encore régulièrement de l'information financière pro forma dans le cadre d'opérations qui pourraient être significatives. Donc juste pour rappel, même si ce ne sont pas des états financiers en tant que tels, ces informations financières pro forma, elles reposent sur les principes comptables de l'acquéreur et doivent donc en général être élaborées en conformité avec les normes IFRS. Et alors, le seul point qu'on voulait rappeler, et avec le petit point d'attention sur ce slide, c'est que ces données, elles doivent concerner uniquement le dernier exercice ou la dernière période intermédiaire, et qu'elles doivent toujours être accompagnées des états financiers des sociétés concernées. Et qu'elles ne peuvent en aucun cas couvrir plusieurs périodes annuelles. C'est ça. On le rappelle. Juste, il y avait un dernier point sur la compilation des décisions ESMA, parce que je vois que le temps court, mais rien de nouveau, parce que je pense qu'on vous les a déjà présentées en mi-année. Il n'y a pas eu de nouveau batch de publié, mais je voulais vous rappeler qu'effectivement, il a été publié en juin dernier, ce batch de l'ESMA. Et il reprenait une petite dizaine de décisions auxquelles on vous invite à vous référer, qui couvraient des thématiques diverses et variées, mais
voilà, avec des points de focus, encore une fois, sur les tests de dépréciation, sur la hiérarchie de juste valeur qu'on a pu également aborder avec vous ce matin. Donc, rien de nouveau et on pressent qu'il y aura un autre batch courant 26 qui devrait arriver. Voilà pour le panorama qu'on voulait passer avec vous ce matin. Je ne sais pas, voilà, on a été un peu rapide, mais Un puis par le grand merci. Non, non, écoutez, ça a été très clair, je crois, très dense, comme d'habitude. Je vous en remercie. Je voulais revenir sur un certain nombre de points assez rapidement. Donc, sur IFRS 18, évidemment, on a bien compris le message hein, d'anticiper et de communiquer au plus tôt, mais je crois que les entreprises se sont mises en ordre de marche dans la grande majorité des cas pour effectivement anticiper ce changement qui va être très, très profond, avec des sous-totaux à revoir, hein, évidemment. Et nous avons bien entendu votre message que tout agrégat utilisé dans la communication financière ne devait pas forcément figurer sur la face du compte de résultat. Alors oui, on attend donc une publication de l'ESMA, hein, Émilie, c'est bien ça, début 2026 sur l'IFRS. Exactement. J'ai pas de calendrier plus précis à vous communiquer, mais effectivement, début 26, sur un statement de l'ESMA sur IFRS 18 qui reprendra effectivement les volets à la fois IFRS, à la fois ISEF et à la fois MPM. Oui, d'accord, très bien, d'accord. Donc, oui, c'est parfait. Sur tout ce que vous avez dit sur la transparence, clairement, on a besoin de transparence, c'est sûr, dans les périodes d'incertitude. Il faut quand même rappeler qu'en période d'incertitude, c'est compliqué. C'est compliqué de savoir sur quel thème, enfin sur les thèmes, on sait exactement sur quoi communiquer, mais quoi dire exactement, c'est pas simple, hein, il faut bien l'avouer. On a noté les thèmes d'intérêt, notamment le taux de change, les droits de douane, etc., qui peuvent nourrir les éventuelles publications à réaliser à cet égard. Et puis aussi les analyses de sensibilité avec votre souhait peut-être d'avoir des sensibilités combinées lorsque c'est pertinent. Sur ce qui est de l'information sectorielle, on a bien compris votre souhait sur l'information par client. C'est une information extrêmement sensible, hein, évidemment, et vous le savez. Et son caractère significatif doit être évidemment apprécié de façon qualitative et quantitative. Sur tout ce qui est ESEF, donc cette année, enfin pour l'année 2025, on peut utiliser le format, de début 2024. Pour la taxo 2025, donc on comprend qu'on l'attendra pour début 2026. Là encore, on ne sait pas trop. C'est autour du 15 janvier, c'est ça qu'on l'aura? J'avoue, j'ai pas de calendrier, mais j'imagine ouais, que ce sera comme les années précédentes. Mais effectivement, on est bien conscient hein, que ce calendrier n'est Pas pas simple, idéal, ouais. mais voilà. On ne sait pas encore s'il y aura des modifications très significatives. En tout cas, a priori, IFRS 18 sera dedans. Exactement. Et puis pour ce qui est de la suspension de la taxonomie pour ce qui concerne le rapport de durabilité, effectivement, on s'en félicite. On avait relié votre message l'année dernière, vous vous souvenez, il fallait Ah non, absolument répondre à la consultation de l'ESMA, ça a été entendu et nous pouvons nous en réjouir. c'est toujours mieux de faire entendre sa voix. Euh, Alors oui, sur les cas d'usage, effectivement, on peut noter le paradoxe que vous notez là, sur le fait qu'on donne de l'information sur des éléments non significatifs. Mais bon, c'est un épiphénomène, mais c'est vrai que c'est notable. Sur ces sujets, on a un certain nombre de questions, comme vous l'avez vu. Alors, une à caractère général qui est comment est-ce que vous réconciliez vos demandes d'apporter plus de précision avec le souhait de réduire la taille des DEU. Et c'est vrai qu'en France, il faut bien avouer, on a des documents d'enregistrement universel qui sont extrêmement denses, très épais. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels l'information actuellement donnée pourrait être réduite? Bah, après, enfin, c'est le point qu'on soulignait, c'est que le paradoxe, comme vous le disiez vous-même, hein, c'est que parfois on trouve on a énormément de détails sur des opérations qui ne sont pas significatives ou des points d'attention qui ne sont pas significatifs. Donc c'est vraiment, enfin oui, on veut effectivement, on n'a pas arrêté de vous marteler ce matin qu'on voulait de la transparence, comprendre, mais il faut que ça soit pour des points significatifs. Hein, enfin,
Donc après, c'est arriver à juger où est-ce qu'il faut focuser l'information et concentrer ce détail à donner et nettoyer d'éléments qui peuvent être un peu, voilà, enfin, qui sont pas utiles pour un lecteur. Et Ouais, après, effectivement, ce sera du cas par cas, voilà. c'est du jugement. Jugement C'est du encore, jugement, mais l'idée, c'est effectivement de ne pas d'encombrer, les documents d'enregistrement voilà. universel avec de l'information non significative. Alors, Alors on avait une question sur, c'était sur IFRS 18, hein, parce qu'elle a été posée en tout début de conférence, sur la comparabilité du résultat présenté donc en IFRS 18 avec les comptes des années précédentes. alors je suis pas sûre de saisir enfin, Bah, forcément. j'imagine, oui, j'imagine que c'est comment est-ce qu'on réconciliera la nouvelle présentation avec, les présentations des années, avant IFRS 8, avant IFRS 18. Oui, ce sera, enfin, de toute manière, il y aura pour moi, c'est requis, il y aura une explication à donner. Donc, Mmh. j'imagine que c'est ça que ça visait. Mmh. Oui, les différents sous-totons seront Oui, sauf répertoriés. merci. Voilà, il faudra les expliquer, expliquer de quoi ils sont Mais constitués. on n'anticipe pas de difficultés particulières en tout cas. En tout cas, effectivement, un bridge devra être effectué le jour de Ouais. la transposition. Une question, si vous pourriez revenir sur l'amendement, de IFRS 9, sur les passifs financiers réglés par virement électronique. On est passé un peu rapidement peut-être sur le sujet. Et du coup, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut décomptabiliser un passif financier que si, enfin, pas en date de virement, mais en date vraiment de réception du cash, qui est, alors, pour certaines sociétés, différent de ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Sauf sur il y a certaines spécificités où, enfin, en cas de virement sur des plateformes électroniques, mais ce sera appliqué par plateforme électronique, il faudra prendre une option où on pourra considérer qu'il est possible de décomptabiliser l'émission du transfert de cash avant même la réception. Mais ça, il faudra, voilà, regarder il y a des critères bien précis qui encadrent la norme, mais en fait, c'est ce temps de latence entre l'ordre et la réception du réel de la trésorerie qui est à regarder. Je ne sais pas si, voilà. Alors une question un tout petit peu plus précise sur le même sujet qui est, est-ce que l'on pourrait considérer que pour un groupe de distribution B2C, des créances qui demeurent en attente de la réception du cash sur les paiements en carte bancaire répondent à la définition des équivalents de trésorerie d'IS7? Ah, alors, il y a des discussions en cours sur le sujet. Dans certains cas, effectivement, ça pourra être considéré comme du cash équivalent, mais il y a toujours enfin, du cash et cash équivalent, mais il y a toujours effectivement des discussions en cours sur le sujet. Effectivement, les critères, à savoir, enfin, déjà, si les critères de la définition d'équivalent de trésorerie sont remplis, parce que les paiements seront dans des délais courts, il n'y aura pas de modification. Mais effectivement, enfin, nous, l'AMF ne s'est pas clairement positionné sur le sujet. Je sais qu'on est encore en cours de discussion, mais je prends le point et on véhiculera l'information dès qu'on Il aura n'y a le mot. certainement pas de réponse unilatérale à ce point de toute façon, Non, j'imagine. mais effectivement, c'est un point, on sait bien que c'est un point d'attention. OK, bah, écoutez, merci beaucoup de vous être prêté au jeu des questions-réponses. On attend donc, dans un premier temps, la publication de l'ESMA sur IFRS 18. Ouais. On attend la taxonomie, pour, l'année 2025. Et puis, évidemment, vos nouvelles publications probablement sur IFRS 18 parce que ça va être le sujet, important sur, l'année prochaine et j'imagine que dans les recos de l'année prochaine, on aura un paragraphe, significatif, un chapitre significatif sur le sujet, probablement. Sinon, on sera plus près de la date d'application. Donc voilà, en tout cas, nous, on s'attend à ce que les sociétés communiquent plus clairement ce qu'on disait, hein, puisque on recommande voilà, au fil du passage du temps et on imagine qu'en juin de l'année prochaine, déjà, les sociétés auront un peu plus de visibilité sur les incidences et les impacts d'IFRS 18. Donc, nous, on aura une attente particulière. On regardera avec attention les semestriels et forcément les annuels aussi. Un grand merci, c'était très clair et très riche. Les slides, bien sûr, vont être distribués aux participants dans la matinée
et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bah, Merci à merci tous pour votre beaucoup. attention et merci, Au revoir. Émilie et Estelle.